Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la montagne, j'irai par la forêt, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ça me fait une des introductions d'émissions les plus originales que j'aurais depuis longtemps. Salut Frédéric Lenoir. Salut Marc. Merci de m'accueillir chez toi, Frédéric. On est, j'allais dire, sur les toits de Paris. On est à 2 pas du musée d'Orsay. On est à 2 pas de l'Académie française. On est à 2 pas de 1000 institutions de la Caisse et dépôts et consignations, rue de Lille, là où tu habites. Voilà, tu me fais l'honneur de me recevoir chez toi. Pour une fois, je me déplace. Merci d'accueillir donc Baleine sous Gravillon. On te connaît pour tes livres sur la spiritualité, cette voie médiane entre la philosophie, les religions, la spiritualité. Mais tu es quelqu'un qui attache une grande importance au monde vivant. Et avec beaucoup de cœur, je dirais, je te connais pas bien, mais tu m'as dit oui quand je t'ai proposé de t'interviewer parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et la preuve, c'est que quand je suis arrivé, là, tu m'as offert un jus de clémentine en me disant que c'était mieux que le jus d'orange. C'est tout simplement que j'ai constaté que le jus d'orange n'est pas très digeste et comme je vis en Corse, là-bas ils prennent beaucoup de jus de clémentine, hein, il y en a plein, et je trouve ça très bon. Frédéric, je voudrais commencer par te présenter. Tu as une vie qui est, on va dire, assez peu commune. La première chose étonnante de ta vie, c'est que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que tu étais né à Madagascar, à Tananarive. Ouais. Parce que mon père en fait était un haut fonctionnaire qui a travaillé beaucoup à l'étranger, donc il a vécu 5 ans au Maroc, j'ai 2 frères et sœurs qui sont nés au Maroc, il a vécu 5 ans à Madagascar, moi ma petite sœur on est né à Madagascar, et donc en fait ils sont rentrés en France, j'avais 2 ans donc j'ai aucun souvenir de Madagascar, ou alors peut-être inconscient, et puis après on a vécu en région parisienne, mais toujours à la campagne. Ton père s'appelait René. René Lenoir, c'était un secrétaire d'État à l'action sociale. C'est pas inutile de dire ça, de 74 à 78 sous VGE, Valéry Ouais, Giscard ouais. d'Estaing. Je vois que tu as un grand sourire. Quel souvenir tu gardes de VGE? Ben, moi, VGE, j'en ai aucun souvenir particulier, j'étais trop jeune, je m'y intéressais pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il a fait quelque chose d'assez important. Mon père a écrit un livre qui s'appelle Les Exclus, dans lequel il dénonçait le fait que la société française ne s'occupait pas du tout des personnes handicapées, des personnes avec un handicap et des personnes âgées. Et quand Giscard a été élu, il lui a dit j'ai lu votre livre et j'aimerais que vous soyez secrétaire d'État pour faire passer des lois sociales. Et c'est là qu'il a fait voter, il travaillait avec Simone Veil, il a fait voter toutes les lois pour les handicapés, les personnes âgées, le minimum vieillesse, les accès handicapés dans tous les lieux publics, etc. Donc il a quand même fait quelque chose de très important et qui a laissé une trace qui, aujourd'hui encore, on se dit mais comment ça a pu ne pas exister avant? Ton père, René, te met entre les mains Platon, le banquet, à 13 ans. Ouais. Alors en fait, il était passionné de philosophie, c'était sa passion secrète. Moi, je me posais plein, comme tous les enfants et les ados, je posais plein de questions. Pourquoi on est sur Terre? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que la vie a un sens? Comment être heureux, etc. Puis un jour, il me dit, tiens, lis ce bouquin. Et j'avais 13 14 ans, et c'était le banquet de Platon, et ça m'a passionné. Et du coup, j'ai lu tous les dialogues socratiques en 1 an ou 2. Comment tu nous vendrais le banquet de Platon? C'est vrai qu'il y a un ouvrage pivot. Moi-même, je me fais le reproche de ne pas l'avoir lu. Comment tu me vendrais à moi le banquet de Platon? Pourquoi il faut lire ce livre? Ben, la question qui est posée dans ce livre, c'est quoi le désir, c'est quoi l'amour? Déjà, ça nous intéresse tous. Qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le désir? Et surtout, la forme est formidable, puisque ce sont des philosophes qui vont philosopher autour d'un banquet. C'est-à-dire qu'ils vont manger, et pendant ce banquet, chacun va parler à son tour pour dire, et de manière très spontanée, dans un dialogue très vivant, sa conception du désir et de l'amour. Quelle est ta définition à toi de l'amour? C'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Ah, tu me dis ça avec un grand sourire. Parce que je pense pas que tu vas comprendre tout de suite, Non? et je fais exprès. Vas-y. Parce que je préfère avoir cette définition ultra courte de l'amour. Ouais. C'est celle de Spinoza en fait, hein. Dans l'éthique, il définit l'amour comme une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire que l'amour, ça nous met en joie. Et c'est lié à l'idée d'une cause extérieure. La cause extérieure, c'est ce qu'on aime, mais c'est l'idée qu'on en a, en fait, qui nous met dans la joie. Quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, et que tu tombes amoureux, c'est pas la personne qui te met dans la joie, c'est l'idée que tu en as. Tu te dis, ah, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, et cette idée-là te met dans la joie. Et c'est pareil, si tu aimes le chocolat, c'est l'idée du chocolat qui te met dans la joie. Et donc, en fait, l'amour passe toujours par une représentation de quelque chose, et c'est cette représentation qui nous met dans la joie, mais elle peut être vraie ou fausse. Et donc on peut tout à fait se tromper. On peut tout à fait avoir une idée erronée d'une personne ou de quelque chose, et le chocolat peut nous rendre malade, comme une personne peut complètement détruire notre vie, alors qu'on en a une idée très positive. Est-ce que je peux te demander quelle définition tu nous ferais de l'amitié? Alors l'amitié, je dirais que c'est la même chose,
Parce que l'amitié et l'amour, pour moi, c'est pareil, si tu veux. Sauf que dans l'amitié, on est dans le registre d'un choix mutuel. C'est-à-dire ce sont les deux, si tu veux, la différence avec l'amour, c'est que dans l'amitié, il y a toujours réciprocité. Tu peux pas dire un tel c'est mon meilleur ami, puis quand tu interroges la personne, elle te dit ben non, je le supporte pas. Tu vois, dans l'amitié, il y a réciprocité. Dans l'amour, il n'y a pas nécessairement réciprocité. Tu peux aimer éperdument quelqu'un qu'on n'a rien à faire de toi. Et donc l'amitié, c'est une réciprocité. Et d'ailleurs, dans l'amour, pour qu'il fonctionne durablement entre deux personnes, un couple, il faut qu'il y ait de l'amitié. Parce que s'il n'y a pas de réciprocité, ça ne marchera jamais. Il peut y avoir du désir chez l'un, aucun désir chez l'autre. Et donc c'est pour ça que les Grecs, ils ont plusieurs mots qui sont très précieux. Ils te disent, il y a Eros, c'est la définition que donne Socrate dans le banquet de l'amour. Eros, c'est le désir. C'est le désir de l'autre, et donc c'est très lié à la sexualité, mais une sexualité qui ne s'arrête pas au corps. Qui transcende tout ça. Qui transcende tout ça. Ça démarre par le corps, et ça continue par l'âme, et ça continue par la beauté intérieure, etc. Donc en fait, Eros, c'est fait que tu désires quelqu'un pour tout ce qu'il est. Mais ça commence par le corps, par la beauté du corps. Et puis après, Aristote va définir philia, l'amitié. C'est vraiment le désir du bonheur de l'autre. On construit quelque chose ensemble. Et puis après, tu as agapé, qui est l'idée d'un amour inconditionnel. Et là, à nouveau, il n'y a pas réciprocité. Tu peux aimer un inconnu, tu peux donner ta vie pour un inconnu dans la rue qui ne te connaît pas du tout. C'est cette idée d'un amour universel inconditionnel. Donc tu vois, il y a ces trois niveaux d'amitié, Eros, Philia, Agapé, et les trois peuvent être imbriqués, séparés, mais du coup, on comprend beaucoup mieux ce que c'est que l'amour. C'est pas simple. Tu maîtrises bien ton sujet, Frédéric. Je voudrais te faire un tout petit et très modeste cadeau. Mon livre préféré s'appelle Le Dictionnaire du Diable. J'ai oublié de te l'apporter. Pas du tout. J'en ai plusieurs exemplaires. Je ferai l'effort de te le rapporter, maintenant que je sais où tu habites. Ce livre, Le Dictionnaire du Diable, a été écrit par un homme incroyable, qui a une vie extraordinaire, qui s'appelait Ambrose Bierce. C'était la plus fine plume de son temps. C'était un éditorialiste féroce, très connu aux États-Unis à l'époque. Bref, et donc son dictionnaire du diable, c'est un dictionnaire, il y a des définitions, et l'amitié, il la définit ainsi, et c'est ça que je t'offre maintenant. Amitié, non féminin, embarcation suffisamment grande pour contenir 2 personnes par beau temps, une seule par mauvais. Je suis pas d'accord. Vas-y. C'est parce que je pense que dans une amitié véritable, on reste tous les deux sur l'embarcation. Ça me va très bien que tu sois pas d'accord. Frédéric, à 13 ans, donc, tu lis le banquet. On va dire que c'est une épiphanie pour toi, c'est un mot que j'aime bien. Il y a un truc que tu sais pas qu'on a en commun, c'est l'étymologie. C'est l'amour des mots, moi en plus des langues. Et donc, l'étymologie, on va y revenir. Moi, c'est vraiment une de mes 2 jambes de journaliste. Et donc, épiphanie, c'est un mot qui signifie une espèce de lumière qui te tombe dessus, qui t'inonde. Oui, tout à fait, et qui change ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vois le monde autrement. C'est-à-dire, j'ai besoin de le comprendre par la pensée, par la réflexion. Et c'est pour ça que j'ai lu ensuite plein d'autres ouvrages de philosophie, surtout grecs, puisque les Grecs, ils considèrent la philosophie comme l'amour de la sagesse. Philosophia, c'est l'étymologie de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et c'est-à-dire, c'est la recherche d'une vie bonne et heureuse. C'est pas simplement jouer avec des concepts, essayer de comprendre le monde de manière abstraite. C'est très concret. La philosophie, pour les Grecs, c'est un art de vivre. Comment vivre bien? Et moi, c'est la question que je me posais. Du coup, j'ai lu les Grecs, et puis après, j'ai lu d'autres philosophes qui sont dans cette même recherche, comme Nietzsche, comme Montaigne, Spinoza. Et puis, je me suis intéressé à l'Orient. Et en Orient, j'ai découvert le bouddhisme, j'ai découvert le taoïsme. Et ce sont des philosophies qui continuent de m'accompagner. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Alors, tu as fait un bond dans le spatio-temporel immense, mais j'allais dire, tu as découvert aussi peu après, là, quand tu étais encore môme, en fait, de ce qu'on appelle les pré-socratiques, c'est-à-dire 5e, 6e siècle avant Socrate, qui lui est né autour de 470 et qui est mort en gros vers 400, 399. Et donc, c'est tous ces gens qui sont intéressants, je trouve, pour un scientifique comme moi. C'est Démocrite, par exemple, qui L'atomisme. Qui parle de l'atome, de atomane, qu'on ne peut plus séparer. Parce qu'on sait que c'est pas vrai aujourd'hui. Ouais. Voilà, l'atome se subdivise en électrons, en protons, etc. Enfin, on va pas refaire chaque truc, mais c'est Pythagore. C'est des noms un peu connus. Pythagore, fascinant, parce que Pythagore, c'est d'ailleurs probablement le premier grand philosophe de l'histoire occidentale. Et Pythagore, il est à la fois un philosophe qui s'intéresse au monde physique, il essaie de le comprendre, c'est quasiment l'inventeur chez nous des mathématiques, même si elles sont nées en Égypte. Et puis, il a été en Égypte d'ailleurs, il a vécu en Égypte, il a peut-être été en Inde. Et Pythagore, tu parlais du vivant, il respectait tous les êtres vivants. Pythagore était végétarien, il était persuadé, il croyait à la transmigration des âmes, donc il était persuadé qu'on allait se réincarner. Et il disait, mais les animaux qui sont là, c'est peut-être la réincarnation d'un philosophe du passé, d'un sage. Et donc, il avait une vision du vivant extrêmement originale que les autres n'ont pas suivi. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que ensuite, dans la philosophie grecque, on est venu à une définition qui sépare complètement l'être humain des autres animaux.
à cause de la raison. C'est-à-dire nous serions les seuls à avoir une raison rationnelle, ce que les stoïciens vont appeler le logos, ou Platon le nous, que les animaux n'auraient pas. Et du coup, ça ferait une différence fondamentale entre l'être humain et les animaux, qui fait qu'on peut utiliser, voire exploiter les animaux. Je te rends déjà hommage et je te remercie déjà parce que tu as cette intuition de faire déjà des ponts entre le vivant et ce qu'on est en train de dire. Là, j'en suis juste à dérouler le parcours de ta vie. Et donc, chez les présocratiques, il y a encore 2-3 noms qui m'intéressent, je ne vais pas tous les dire, mais je vois qu'il y a Héraclite d'Éphèse. Est-ce que c'est le père de l'histoire, cet Héraclite d'Éphèse, ou c'est celui qui a dit on se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve? Tout à fait. C'est le philosophe du mouvement. Donc il dit effectivement tout est impermanent, on se baigne jamais 2 fois dans les fleuves, c'est plutôt une pensée bouddhiste, hein. C'est cette idée que tout change, tout coule. Après, je pense que Héraclite et Démocrite sont effectivement les deux, on peut dire, grands fondateurs théoriques de la philosophie grecque. Et tous les autres vont s'inspirer d'eux. C'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple Épicure très très proche de Démocrite, hein, parce qu'il reprendra tout l'atomisme de Démocrite, mais par contre Héraclite sera extrêmement présent chez les stoïciens, etc. Donc chaque grand courant de sagesse grecque va s'inspirer de Démocrite ou d'Héraclite. Démocrite aussi, on peut le dire comme ça, on peut dire que c'est l'être, la pensée de l'être, et Héraclite, c'est plutôt le devenir. Et donc l'être et le devenir sont 2 concepts fondamentaux de la philosophie qu'on va retrouver dans toute l'histoire. Ok. Donc voilà, tu commences par t'intéresser à tous ces gens, ensuite tu t'intéresses aux stoïciens, à Aristote, hein, SPA, Socrate, Platon, Aristote, dans l'ordre, donc c'était normal que tu t'intéresses à lui, chacun étant l'élève de l'autre. Les livres d'Arnaud Desjardins, ai-je lu, etc., etc. Et il y a une autre personne, et c'est là qu'on fait une jonction avec un autre, je ne sais pas comment dire, un autre grand domaine de la pensée, c'est qu'à cette époque, tu découvres aussi Carl Gustav Jung, et tout le monde me parle en ce moment de Carl Gustav Jung, tout le monde me dit que Freud était un imposteur, et que Jung, à l'inverse, était une sorte de... Enfin, il y a beaucoup d'épiphanies. Je ne suis pas d'accord aussi avec ça. C'est-à-dire que, oui, je préfère Jung à Freud, mais il n'y aurait pas eu de Jung sans Freud. Okay. Freud est C'était son élève. C'était son élève. Freud est fondamental. C'est vraiment lui quand même qui a initié la psychologie des profondeurs, qui a redonné une définition de l'inconscient. Et Jung était subjugué par Freud. Je crois qu'il avait 18 ans de moins, donc il était beaucoup plus jeune. Il découvre Freud, il dit c'est un génie. Et du coup, il va le rencontrer. Ils vont parler pendant 3 jours et 2 nuits non-stop. Et pendant presque 8 ans, Freud et Jung vont être extrêmement liés. Puis à un moment donné, il va y avoir une rupture. On pourra en parler, mais ce serait très long. Et donc, Jung va quitter Freud parce qu'il pense que Freud a une vision trop réductrice de la psyché humaine. Il limite la libido à la sexualité, alors que Jung nous dit la libido, la puissance vitale, c'est pas que la sexualité. Il y a aussi la spiritualité, c'est-à-dire le désir de s'accomplir, d'être meilleur, etc. et tout. Et donc, au fond, et puis il va développer la notion d'inconscient collectif, alors que Freud ne croit qu'à l'inconscient personnel. Donc, il va y avoir plein de points qui vont les séparer, et Jung va continuer son chemin. La grande différence, si on doit le résumer, entre Jung et Freud, c'est que Freud est beaucoup plus matérialiste et que Jung est beaucoup plus spiritualiste. C'est-à-dire qu'il croit aux forces de l'esprit, il a une grande ouverture vers toute la dimension spirituelle de l'être humain, et c'est pour ça que Jung aujourd'hui est plus moderne quelque part, parce que Freud il est un peu prisonnier du scientisme étroit de son temps, alors que Jung a cette ouverture où il cherche à comprendre le monde dans sa complexité, et ses théories sont très proches de la physique quantique, puisqu'il a été extrêmement ami pendant 25 ans, il a fait des recherches avec Wolfgang Pauli, qui est un des fondateurs de la physique quantique, prix Nobel de physique en 1945, et donc ils ont réfléchi sur les phénomènes de synchronicité. Ils ont réfléchi sur tous les phénomènes, on parlait de l'atome tout à l'heure, comment est-ce que 2 particules qui sont en contact puis qui sont séparées, si on agit sur l'une, il y a une interaction sur l'autre, donc le phénomène d'intrication, de non-séparabilité. Tout ça les a passionnés, ils ont cherché à comprendre ce qui se passait dans le monde physique et ce qui se passait dans le monde psychique, et ils ont fait des parallèles extraordinaires. Donc Jung avait 100 ans d'avance sur son temps. Frédéric, je continue à essayer de te résumer en quelques phrases. Je vais vite passer sur le fait que tu as commencé à faire des études de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse. Tu le sais pas, mais je connais bien Freiburg. J'y ai vécu des choses qui ont changé ma vie aussi. Tu as rencontré Emmanuel Lévinas et un certain Marie-Dominique Philippe. Bref, tu obtiens ta maîtrise de philo à Fribourg. Et ce Marie-Dominique Philippe te fait découvrir une communauté Saint-Jean qu'il a fondée en 1975. Et toi, tu vas y passer 3 ans sous le nom de frère Nathanaël. Oui, en fait, le Père Philippe, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'Évangile. C'est-à-dire que je lis l'Évangile, que j'avais jamais lu, parce que je m'étais intéressé au taoïsme, au bouddhisme, à un tas de choses, et pas du tout au christianisme, qui était la religion de mes parents, qui m'intéressait pas. Comme souvent, ce qui vient de chez soi, on s'y intéresse moins. Et puis un jour, j'ouvre l'Évangile, et je tombe sur l'Évangile de Saint Jean, et là, je suis bouleversé. C'est-à-dire, je pleure pendant 2 heures, je ressens la présence du Christ de manière extrêmement forte, comme s'il était vivant, la présence. Jusqu'à aujourd'hui ?
Ah oui, complètement. Je suis toujours connecté à lui, je lui parle, etc. Donc j'ai eu le sentiment que le Christ était un homme, mais un homme qui est toujours là. Donc dont la conscience, si tu veux, est toujours présente. Ce que j'ai pas ressenti avec Socrate, avec Bouddha, avec d'autres grands penseurs que j'ai lus. Et ce qui fait que ça a été un tel bouleversement que j'ai continué de lire des évangiles, j'ai fait des retraites dans des monastères, etc. Puis un jour, je rencontre cette jeune communauté fondée par un dominicain, puisqu'il était prof de philo à l'université de Fribourg, très bon prof de philosophie grecque. Et puis du coup, mon meilleur ami qui était avec moi, d'ailleurs on faisait tous les deux des études de philo, décide de rentrer dans cette communauté. Ça me fait un choc absolument incroyable. Et je dis pourquoi pas moi? Et donc je rentre aussi. Sauf que j'ai découvert au fil des ans que j'étais pas du tout fait pour la vie religieuse. C'est-à-dire que autant j'aimais le Christ, autant j'aimais les évangiles, autant le fait de donner toutes mes affaires, mes 10 machins, et de vivre dans la pauvreté, ça m'allait très bien. Mais je me voyais pas vivre dans la chasteté à vie, sans vie affective, sans vie amoureuse. Je me voyais pas vivre qu'avec des hommes dans un lieu reclus toute ma vie. Et puis surtout, j'étais de plus en plus en décalage au fil des mois, au fil des ans, avec le discours de l'Église. Et je sentais que moi je m'intéressais au bouddhisme, je pratiquais le yoga, la méditation. On me disait faut arrêter tout ça, c'est pas bien. Donc au fond, je sentais un sectarisme dans la pensée catholique qui ne me convenait pas du tout et qui n'était pas du tout dans les évangiles. Les évangiles, c'est une ouverture absolue. Le Christ est d'une tolérance, d'une ouverture, c'est une pensée universelle. Et d'un coup, je me retrouvais enfermé dans une pensée dogmatique. Donc j'ai quitté et puis j'ai gardé ce lien avec le Christ, mais je ne suis plus aujourd'hui catholique. Donc plus personne t'appelle frère Nathanaël. Non, mais c'est un beau nom. Ça Oui, veut c'est dire vrai. Dieu a donné ou don de Dieu. C'est vrai. Et Frédéric, ça veut dire quoi? Ça veut dire le prince de la paix. Ça me correspond bien, parce que je cherche plutôt à établir des ponts qu'à faire des divisions. Mais en tout cas, par rapport à Nathanaël, ce qui est quand même curieux, c'est que j'ai choisi ce nom, il m'est venu comme ça. Et quand j'ai pris l'habit, donc on change de nom, hein, c'est une tradition dans la vie monastique, eh bien en fait, ma mère était bouleversée après. Je lui dis, mais tu es triste que j'ai changé mon nom? Elle me dit, mais au contraire, quand j'étais enceinte, je voulais t'appeler Nathanaël. Et c'est ton père qui n'a pas voulu, et elle me l'avait jamais dit. Étonnant, ces synchronicités. Voilà, on trouve un truc assez étonnant. J'en étais à finir de résumer tes études. En 86, après cet essai, je ne sais pas comment dire, cette expérience en tout cas, comme frère Nathanaël, tu obtiens une thèse de doctorat en sociologie, ce qui fait de toi un sociologue, sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Cette thèse, tu l'obtiens en 1999. Ouais. Voilà. Alors je voulais faire effectivement, en fait je voulais faire une thèse pluridisciplinaire entre la philo, l'histoire et la sociologie, mais on est obligé de choisir un intitulé en France, hein, on ne peut pas faire une thèse pluridisciplinaire, donc je l'ai plutôt fait en sociologie, mais la thèse c'est toute une thèse historique et philosophique aussi sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, comment ces deux courants de pensée se sont rencontrés avec Nietzsche, Schopenhauer, etc. et toutes les mauvaises interprétations qu'on a fait en Occident du bouddhisme, et ça c'est tout à fait passionnant parce que ça dure encore jusqu'à aujourd'hui. On a encore très souvent, chez des sympathisants du bouddhisme occidentaux, ils réinterprètent le bouddhisme à travers le prisme de la pensée occidentale. Et donc c'est ça que j'ai voulu explorer. Et puis j'ai eu la joie d'avoir Edgar Morin dans mon jury de thèse, d'être accompagné de super penseurs. Et donc ça a été pour moi un travail très long, hein, parce que c'était 7 ou 8 ans hein, cette thèse. Mais ça m'a permis d'explorer plein d'univers et d'enrichir ma pensée. Et puis après, voilà, j'ai cessé la recherche. J'ai travaillé quelques années comme chercheur à l'EHESS, mais j'ai plutôt eu envie de transmettre et de faire plutôt ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est-à-dire plutôt que de faire des ouvrages universitaires, d'écrire pour un grand public des choses qui me paraissaient importantes et qui n'étaient peut-être pas évidentes à comprendre, mais que j'avais envie de transmettre. J'en viens à ta carrière. Avant même d'obtenir cette thèse, tu es entré aux éditions Fayard comme directeur littéraire, poste dont tu démissionnes en 91, ok. Et en 94, tu as écrit déjà un livre d'entretien avec ce fameux Marie-Dominique Philippe, parce que celui que tu as appelé le Père Philippe, qui s'appelle Les Trois Sagesses, et qui pour moi résonne un peu avec ce livre pour lequel je suis venu te voir aujourd'hui, qui s'intitule Les 5 piliers de la sagesse. Ouais. Alors effectivement, la question de la sagesse, qui est la définition même de la philosophie. Hein, Entre-temps, tu as écrit combien? 40 bouquins? Une quarantaine, oui. Mais la question de la sagesse m'a toujours intéressé. Là, dans le cadre avec ce prêtre dominicain, pour lui, les trois sagesses, c'est la philosophie, la théologie, la mystique. Donc aujourd'hui, évidemment, moi j'ai une définition qui est plus... large. Pas plus large. Lui, il a une définition dans laquelle il intègre 3 dimensions, mais qui ne reposent pas sur la même chose. Puisque la philosophie repose sur la raison, la théologie repose sur la foi, la mystique sur l'expérience. Et donc en fait, là, je reviens à la définition philosophique de la sagesse dans ce livre, Les 5 piliers de la sagesse, c'est-à-dire essentiellement ce que la raison, ce que l'intelligence peut nous faire comprendre de la vie, mais fondé aussi sur une expérience. Par contre, la foi est complètement absente. Donc là, tu vois, on peut avoir des définitions différentes. Hein, à partir d'un même mot, tu peux donner des définitions différentes. Mais c'est vrai que c'est une quête qui m'habite depuis l'adolescence, la sagesse. Oui. Je parcours ta carrière très très vite fait, tu me diras si j'oublie des choses, mais en résumé, tu as bossé à l'Express.
tu as fait une chronique dans Psychologie Magazine, tu as dirigé un magazine qui s'appelait Le Monde des Religions. Pareil, bon, tout ça, tu quittes à un moment donné. Alors effectivement, j'ai travaillé pendant presque 10 ans comme directeur de la rédaction du Monde des Religions, qui était un magazine qui essayait d'étudier le fait religieux de manière laïque, historique, etc., qui dépendait du journal Le Monde. Et puis 8 ans sur France Culture, une émission sur la spiritualité. Et j'ai arrêté les deux expériences parce que même si c'était super d'avoir ces deux jobs, c'était passionnant et tout, au bout d'un certain temps, j'avais une lassitude, j'avais l'impression de faire un peu la même chose, les mêmes dossiers, etc., de réinviter les mêmes invités. Et moi, lorsque j'ai plus de plaisir, j'ai plus de désir à faire quelque chose, je préfère arrêter que de me dire c'est une belle carte de visite ou ça me rapporte quelque chose. Non, dans ma vie, j'ai toujours besoin d'avoir beaucoup de motivation pour faire quelque chose. Et on est plus ou moins collègues puisque sur France Culture, tu as animé une émission qui s'appelait Les Racines du Ciel. Ouais, pendant 8 ans, oui. Pendant 8 ans, de 2009 à 2016. Voilà, qui était déjà une émission consacrée à la spiritualité. Je ne sais pas si tu es au courant, mais moi j'ai fait Mécanique du vivant, qui raconte tout à fait. le vivant. Bien sûr. Oui, c'est bien, tu me fais l'honneur de connaître. Donc j'ai fait ça parce que on m'a proposé d'ailleurs de le faire, de faire une émission sur la spiritualité, parce que ça n'existait pas sur France Culture. Et puis au bout de 8 ans, je me suis un peu lassé, c'est-à-dire qu'à force d'inviter pour la 3e fois André Comte-Sponville, pour la 3e fois Christian Bobin, etc., je me suis dit, au fond, j'ai plus le même plaisir que j'avais au début, et quand je sens que j'ai plus de désir, j'ai plus de plaisir, je préfère arrêter. Ok Frédéric, je te propose qu'on en reste là pour ce premier épisode. On en a d'autres, on va creuser le reste dans un instant avec toi. Juste pour dire que j'ai encore pas développé le fait que tu es proche du vivant, tu as créé des assos. On va y venir tranquillement. On va bien sûr venir à ton livre, on va essayer de trouver des ponts entre ton livre et le vivant. Et donc dans cette attente, cher Frédéric, on va se reprendre un bon jus de clémentine et on va se retrouver tout de suite. À tout de suite. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.